peu plus historique que les autres, puisque aujourd'hui, on va approfondir nos fondements. C'est pas un hasard que ce soit la troisième journée, parce que dans la première, on a fait une sorte de tour d'horizon encyclopédique de la pensée intégrale, en explorant quels sont les grands concepts clés de la pensée intégrale. Deuxièmement, quels sont les grands fondateurs et ceux qui ont apporté ces concepts clés. Donc on a fait un tour d'horizon d'auteurs importants pour comprendre la pensée intégrale. Et enfin, depuis un siècle, il y a des lieux, plus particulièrement dans le monde, qui, sur les trois continents, en Asie, en Europe et en Amérique, ont développé plus particulièrement cette approche et ont tenté de développer des projets en accord avec cette approche intégrale. Alors, ce qui a fait et ce qui fait aujourd'hui le succès de l'université intégrale, puisqu'on a été 60 la première journée, 80 la deuxième, et aujourd'hui on est un peu moins nombreux parce qu'on rentre dans un sujet un peu plus technique qui est l'éducation, l'épistémologie, et c'est bien que nous soyons un peu moins nombreux, ça va nous permettre d'avoir un peu plus d'interaction et de faire de cette université une sorte d'espace de recherche, ce qui est notre souhait. Il y a une dimension de diffusion d'une connaissance, mais dans une université, il y a une dimension de recherche, et pas tout particulièrement aujourd'hui. Donc, première journée où on a essayé de balayer, d'ailleurs assez rapidement, puisqu'il y a aujourd'hui dans le monde à peu près une centaine d'auteurs sur les trois continents, sur les trois grands continents qui ont marqué cette approche. Donc évidemment, une journée, c'était difficile d'en faire le tour. Il y a une cinquantaine de lieux dans le monde, et il y a à peu près une trentaine de concepts clés qui vous permettent de bien comprendre la pensée intégrale. Donc balayer tout ça en une journée, c'était un peu délicat. Mais on l'a fait parce que c'était la première journée, et que, quitte à faire un zapping, c'était important de donner une sorte de grande image, de big pictures, de ce que c'était que la pensée intégrale et l'approche intégrale. Pour ceux qui n'étaient pas là la première journée, on a pu mettre, à la suite de cette première journée, l'ensemble des vidéos sur le site internet Université Intégrale. Et donc vous allez pouvoir vous pouvez retrouver à tout moment cette première journée sur l'Université Intégrale. Alors la deuxième journée était complètement différente, parce que quand on a préparé la deuxième journée, on s'est dit, sur quoi tout le monde achoppe dans cette approche intégrale. Et on s'est dit, on va aller directement toucher ce point sensible, ce point difficile. Et en discutant avec les uns les autres, on s'est aperçu qu'effectivement, le plus difficile, et on a trouvé ce jeu de mots pour le signifier, le plus difficile, c'est d'intégrer la pensée intégrale. Parce qu'effectivement, il y a toute une série de concepts qui sont censés être opérationnels, mais chacun, quand on essaie de les mettre en action dans la vie, on s'aperçoit que c'est pas si évident que ça. Enfin, c'est le lien bien connu entre la théorie et la pratique, et quelle que soit la qualité de la théorie, la difficulté de mettre en pratique une théorie. Alors, c'est pas spécifique, cette difficulté de la pratique n'est pas spécifique à l'approche intégrale, mais pour différentes raisons, on peut dire tout de même que l'approche intégrale est particulièrement difficile à mettre en pratique. Donc on s'est dit, on va consacrer notre deuxième journée à ce point sensible, qui est comment intégrer la pensée intégrale. Et donc on s'est dit à ce moment-là que le mieux, c'était qu'après notre première journée, on avait fait un tour d'horizon, et que c'était dans cette deuxième journée d'être beaucoup plus justement pratique et de demander à des gens de venir témoigner de la manière dont ils avaient petit à petit découvert la pensée intégrale, étaient sensibles à cette approche, et comment ça avait petit à petit transformé leur vie. Donc vous avez ces témoignages aussi sur le site internet, et on a eu un certain nombre de personnalités majeures qui sont venues témoigner.
Alors parmi ces personnalités, on avait des jeunes, on avait des moins jeunes, et puis on avait un ancien qui est Erwin Laszlo. Et si vous allez regarder dans une encyclopédie qui est Erwin Laszlo, ben vous vous apercevez qu'il y a à peu près 80 ans, il a été un des premiers fondateurs des éléments essentiels de la pensée intégrale. Depuis, il a écrit 80 livres, et on a fait une revue de ces livres, et on a aussi demandé à peu près à Erwin pourquoi il avait découvert cette pensée intégrale, et pourquoi ça l'avait marqué, et pourquoi c'était important pour lui, et pourquoi c'était important dans l'histoire de la pensée. Donc tout ça, ça nous a donné des éléments pour bien comprendre d'une part les concepts, les personnes, les lieux où se développe la pensée intégrale, et enfin d'aborder cette question tout à fait essentielle qui est comment on intègre la pensée intégrale, comment une vie se transforme, qu'est-ce que c'est qu'une vie intégrale, etc. Et aujourd'hui, on aborde un peu le sujet. Henri, qui est là dans un déjeuner, me disait un jour, ce qui est important, c'est la dérivée de la dérivée. C'est une remarque de mathématicien et de polytechnicien, je le trouve très intéressant. Et d'une certaine manière, cette journée, cette troisième journée, ben, c'est la dérivée de la dérivée, parce que c'est l'université intégrale puissance carrée, puisqu'en quelque sorte, pendant cette journée, l'université intégrale, au lieu de penser intégrale, il pense l'intégrale de l'intégrale. C'est-à-dire qu'on réfléchit sur les fondements, la pensée de la pensée. Faire une sorte de clin d'œil à notre ami Edgar Morin. Cette journée, c'est l'intégrale de l'intégrale, c'est la pensée de la pensée, c'est le moment où l'université intégrale réfléchit sur son propre fondement, sur son propre processus. Alors, pendant cette journée, on a une structure qui est classique. Dans les journées, on avait eu les journées précédentes, on avait déjà un peu cette structure. On a une journée où on commence par quelques grandes présentations clés, et puis l'après-midi, on a plus des tables rondes. Alors, on va commencer par deux personnalités majeures de la réflexion sur l'enseignement en France, c'est André Staropoli et Henri Comte. Alors, ils ont des parcours très très différents. Ils ont des sensibilités, des visions très très différentes. C'est pour ça que je les ai invités ensemble, parce que je pense que c'est important d'avoir, on essaye alors d'avoir toujours une diversité de points de vue dans l'université intégrale, c'est fondamental. Mais tous les deux, ils ont en commun d'avoir réfléchi au plus haut niveau sur l'évolution de l'éducation européenne et internationale. Donc ils vont nous parler de ça, et ça va nous donner un peu une sorte de photographie de la manière dont la question de l'éducation se pose institutionnellement aujourd'hui. Avant de rentrer dans la question de l'éducation souvent intégrale, c'est intéressant de voir comment l'éducation en général est pensée aujourd'hui. Or, nous avons deux éminents représentants de cette réflexion au niveau européen, donc j'ai pensé que c'était intéressant. Alors, ce n'est pas des personnes, ils m'ont dit d'ailleurs au début, ah ben qu'est-ce qu'on va dire? Et ils m'ont dit, mais on ne sait pas, c'est curieux, qu'est-ce que c'est que cette approche intégrale? Qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans? Donc, je leur ai dit, mais justement, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'avoir une vision classique de l'éducation, enfin, comment ça se pose dans le contexte européen aujourd'hui, et puis, par contraste, voir qu'est-ce que l'approche intégrale peut apporter donc, à cette vision. Alors ensuite, on a une sorte de témoignage qui est absolument passionnant dans ce contexte, parce que alors c'est comme l'intégrale de l'intégrale ou la puissance carrée de la puissance carrée. Ce qui est intéressant très souvent dans la vie, c'est ce qu'on appelle les marginales séquences, c'est-à-dire c'est les gens qui ont des pensées originales, mais en même temps qui sont dans le système. Or, on va avoir le témoignage tout à fait intéressant d'Antonella, qui a creusé une expérience absolument particulière qui est Auroville, où depuis 30 ans, même 40 ans, puisque Auroville va fête ses 40 ans, se développe une éducation intégrale. Et elle l'a fait dans une grande université française sous forme d'un doctorat,
Et c'est intéressant de faire ce lien entre une expérience qui était évidemment très nouvelle et, j'allais dire, marginale, qui est celle d'Auroville, et le fait de réintégrer l'expérience d'Auroville dans le contexte d'une université et d'un doctorat. Donc elle nous présentera une synthèse de son doctorat qui vient d'être terminée et qu'elle a présentée et qu'elle a eue avec félicitations du jury à Vincennes, à l'université de Paris 7. C'est l'université. Et alors après, il se trouve que parmi mes amis, depuis fort longtemps, j'ai deux personnalités absolument fascinantes, qui est Martine Laval et Alain Gouraud. Et il se trouve que tous les deux ont une extraordinaire expérience pendant, alors je ne dirais pas le nombre d'années, parce que ça... mais une grande expérience de plusieurs dizaines d'années dans l'éducation, et avec un effort extraordinaire tout au long de leur vie d'intégrer une approche de plus en plus intégrale dans leur art. Et particulièrement Alain, et je vous invite à découvrir son site. Alain a développé un site extraordinairement documenté, un des sites les mieux documentés en France sur la psychologie intégrale. Alors il y a beaucoup de choses, psychothérapie intégrale, il y a beaucoup de choses sur l'approche intégrale en anglais, mais c'est vrai que quand vous cherchez en français, il n'y a pas grand-chose. Et sans doute un des sites les plus développés sur la psychologie intégrale, mais en fait ça introduit aussi la pensée et la philosophie intégrale en général. Vous le trouvez en français, développé par Alain. Donc il nous parlera. Alors en plus, ce qui est très intéressant dans le parcours d'Alain, et j'ai fait un jeu de mots évidemment facile, c'est que c'est quelqu'un, Alain, qui a eu toute une première partie de sa vie dans l'éducation nationale. Et qui petit à petit a été travaillé par l'approche intégrale, a essayé de l'introduire dans l'éducation nationale. Évidemment, s'est trouvé confronté à... Bon, il vous expliquera. Et petit à petit, a transformé toute sa vie pour devenir finalement un accompagnateur des personnes dans leur développement intégral. Donc, on peut dire qu'il est passé de l'éducation nationale à l'éducation intégrale. Alors évidemment, vous verrez, pour ceux qui connaissent bien la pensée intégrale, un petit clin d'œil au second niveau à un des concepts clés de la pensée intégrale, qui est le fait de passer de l'égocentrisme au world-centrisme, au cosmocentrisme, et qu'effectivement, passer d'une éducation nationale, où en fait on s'identifie à la nation, à une éducation intégrale, où on s'identifie à quelque chose de plus large de la nation, qui est la pensée cosmique. C'est tout à fait deux approches différentes. Passer de l'éducation... Alain nous racontera cette mère extraordinaire aventure passionnante, qui est le fait de passer de l'éducation nationale à l'éducation intégrale. Alors, l'après-midi, je la laisse pour l'après-midi. Il y a deux tables rondes qui vont être l'occasion de débats, de recherche, etc. Une table ronde qui rassemble des personnalités qui ont chacun, d'une manière ou d'une autre, développé des approches intégrales dans l'angle de l'éducation. Et puis, on va tout de même finir la journée sur un regard sur une expérience qu'on vit depuis maintenant plus de 10 ans, qui est les soirées des amis. La première réalisation du club en France, à part un grand colloque à l'UNESCO où on a réuni 1000 personnes, mais à part ça, depuis 10 ans, plus de 10 ans, le club de Budapest organise les soirées des amis. Et dès le début, ces soirées des amis qui ont été construites et développées sur l'idée de Caroline Buditi, ces soirées des amis, ça a été l'occasion de développer toute une pédagogie intégrale. Donc c'était intéressant d'avoir un regard fêté d'une part un peu les 10 ans de ces soirées des amis, de rejeter un regard sur ce qu'on avait fait pendant 10 ans, et d'en faire un peu le bilan, la critique, et de voir un peu comment on allait pouvoir évoluer à partir de là. Voilà. Je représenterai un peu les personnes, évidemment, de la table ronde de l'après-midi, d'autant plus que là, on est pile dans les temps pour commencer avec André et Henri.
Lequel de deux veut commencer? D'accord, très bien. Et c'est bien. Alors, vous avez à chaque fois sur le site internet la biographie des personnes qui parlent à l'université intégrale. Elle n'est pas visible, cette biographie. On a utilisé l'hypertexte, c'est-à-dire qu'il suffit de cliquer sur le nom de la personne, la plupart du temps, surtout sur les personnes qui n'ont pas de biographie. Mais, en l'occurrence, pour ce qui est de nos deux amis, vous pouvez cliquer sur leur nom et vous allez avoir leur biographie. Mais, néanmoins, je vous demande de faire une courte petite présentation sur vous-même, d'autant plus que c'est important pour bien comprendre d'où vous parlez, ce qui est essentiel dans n'importe quelle présentation pédagogique. Bien, bonjour. Alors donc, je me présente, André Staropoli. J'ai, disons, un parcours très classique. J'ai commencé par faire une école, l'école normale supérieure. Et j'ai fait donc par la suite quelques études complémentaires, agrégation, ainsi de suite. Mais j'ai eu un parcours, une carrière tout à fait atypique. Je suis entré avec, disons, une introduction d'un Premier ministre à la délégation à la recherche scientifique. Je me suis intéressé donc à la politique de la recherche. J'ai fait ensuite de la recherche au MIT. Et finalement, je n'ai pas voulu, alors qu'on me proposait un poste de professeur, me prendre au MIT. Je suis entré de nouveau en France pour aller au ministère de l'Agriculture. J'étais l'adjoint du directeur général en charge de l'ensemble du secteur recherche, enseignement supérieur, qui m'a amené à faire un certain nombre de choses et déjà de proposer une ouverture. Et puis, je suis entré, alors là on arrive à 81, et le président de la République avait demandé à Laurent Schwartz de faire un rapport sur l'enseignement, et Laurent m'a demandé de l'aider. Donc nous avons fait ce rapport à deux. Nous avons fait des propositions au président de la République. Il a mis un certain temps, disons, à en tirer les éléments. Pendant ce temps, j'étais dans la banque Scalbert du Fonds du groupe du CIC. J'avais aussi une certaine vision des problèmes et de l'intervention des éléments financiers dans l'élément universitaire intellectuel. Et puis finalement, le président de la République a créé le Comité national d'évaluation des universités. La présidence en a été confiée à Laurent Schwartz, et Laurent m'a demandé d'être le délégué à l'évaluation. Et j'ai été le délégué à l'évaluation des universités de cette séquence-là jusqu'à l'année 2000. Et donc voilà l'essentiel de mon activité, parce que disons que depuis l'année 2000, j'ai un autre statut, je suis actif dans de nombreux domaines, mais je n'ai plus de fonction, à part celle d'être conseiller général des mines, des choses pareilles, mais disons total. Voilà qui je suis, j'ai écrit, mais surtout donc ma réflexion, c'est sur l'enseignement supérieur et la recherche, en France et dans le monde, et actuellement en particulier, nous avons un certain nombre d'actions en liaison avec Bruxelles, en particulier pour la mise en place d'un dispositif d'accréditation des formations d'ingénieurs au niveau européen.
Voilà. Merci. On se présente et ensuite on... Oui, c'est ce que je... Bon, personnellement, mon parcours est relativement diversifié, en tout cas pas dans le secteur de l'éducation, contrairement à ce que vous pouvez penser. Nous voyons présent à cette table ronde. J'ai fait aussi une école, pas normale supérieure, mais l'école polytechnique à côté, bien qu'il ait été reçu normale supérieure, effectivement, à un moment donné. Mais enfin, non, c'est pas un défaut. J'ai commencé ma vie professionnelle à un moment assez extraordinaire, malheureusement dont on a peu parlé ces derniers temps, c'est ce qu'a connu la France tout à fait au début des années 60. Cet effort absolument extraordinaire de développement, de foi en soi, d'investissement, où la France brutalement s'est réveillée et est devenue une des premières puissances technologiques du monde, en particulier grâce à son système d'éducation, et aussi en raison d'une volonté politique absolument farouche dans ce domaine. Donc, sortant de l'école à ce moment-là, je me suis précipité là où, semble-t-il, était l'action, c'est-à-dire l'aéronautique, l'espace, le nucléaire, toutes ces sciences non pas nouvelles, mais sciences auxquelles le pays accordait à l'époque une grande priorité. Puis, j'ai poursuivi dans ces domaines-là, surtout dans le nucléaire, pour ensuite, au début tout à fait en 1980, changer radicalement, pour me mêler de la vie internationale. Je suis devenu le responsable au ministère de la Défense de la coopération, c'est-à-dire des relations entre la France, l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord. J'ai ensuite devenu le patron, j'étais à un moment donné, 86-87, j'étais surnommé dans toute la presse le marchand de canons, ce que j'étais, mais pas uniquement. J'ai dirigé la stratégie du ministère de la Défense en 87-88 avant de fonder ma société, une société de conseil en restructuration industrielle qui a toujours été un de mes dadas, avant de revenir dans les fonctions officielles en 1993 comme délégué général pour l'armement, qui est un des plus hauts postes de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, à l'époque 60 000 personnes, un budget qui était de 200 milliards de francs de l'époque. J'ai terminé ma vie officielle, avant de revenir aux activités privées, comme conseiller maître à la Cour des comptes. Je ne suis pas resté trop longtemps, je m'y embêtais fortement. Alors, pourquoi suis-je ici, autour de cette table? Bien parce que le hasard a fait que je me suis préoccupé plutôt d'éducation, de formation des jeunes. Mais ceci est une histoire. Je ne sais pas si j'enchaîne tout de suite ou si Bien, donc je vais... je ne sais pas trop comment on va s'organiser dans cette heure-là. Enfin, c'est pas tellement intégré. Donc je voudrais simplement commencer par deux anecdotes qui expliquent pourquoi je me suis intéressé. Et je m'intéresse toujours au problème d'éducation avant de passer, je dirais, à une réflexion sur les grandes questions qui me semblent être posées aujourd'hui en matière d'évolution de l'éducation de nos jeunes. Alors, mes deux anecdotes, je commence par celle qui est personnelle, très familiale. J'ai 3 enfants, un fils suivi de 2 filles. Mon numéro 2, ma fille Geneviève, donc c'était ma première fille, c'était un peu ma chouchou, c'est une fille absolument extraordinaire, extrêmement vive, elle est jolie, simplement elle est née avec un grave défaut, c'est-à-dire une profonde horreur du travail. Totalement réluctante à la moindre activité scolaire, ça a été mon calvaire, mon drame. Jusqu'à l'âge de 20 ans, je l'ai traînée, poussée, engueulée, excusez-moi, forcée, sans aucun succès. Elle ne voulait strictement rien savoir.
La troisième fois, la troisième tentative, elle a fini par avoir son bac. Et elle a passé le tout petit concours, après avoir eu son bac S, ou C, je ne sais plus à l'époque, à une petite école qui s'appelle l'école polytechnique féminine. Donc ça se passait dans les années 85-86. Et elle a été prise simplement parce qu'elle avait une seule vertu, c'est qu'elle était bonne en maths, il lui suffisait d'écouter. Donc on n'avait absolument pas besoin de travailler. Et à côté de tous les zéros qu'elle a eu dans ce petit concours, elle avait un 20 en maths, ce qui a fait que la directrice de l'école à l'époque s'est dit, tiens, c'est peut-être bizarre, on ne pourra pas la laisser sur le bord de la route, donc je la prends. Et elle a donc entamé un cursus de 5 ans à l'école polytechnique féminine. Chaque année, évidemment, la directrice m'appelait en me disant, vous pouvez passer le voir, en disant, voilà, Geneviève est avant-dernière ou avant-avant-dernière. Vraiment, j'hésite à lui donner l'autorisation de passer dans l'année suivante. Et alors, je faisais un grand cirque, un grand cinéma, lui expliquant comment c'était un peu ma faute, mes occupations, les draps. Elle finissait par accepter petit à petit. Elle a terminé son cursus à l'école polytechnique féminine. Et puis, ayant eu son diplôme, quelques jours après, elle me dit, papa, je voudrais passer le concours de l'IA. Est-ce que tu peux me payer encore une année d'études? Alors là, rigolant, en disant, je t'avais juré que tu t'arrêtais, mais alors là, si tu as le concours, chapeau, je ne risque rien. Et puis finalement, elle a eu son concours, et aujourd'hui, elle a une situation professionnelle absolument extraordinaire. Alors, je cite cette anecdote, pourquoi, vous allez comprendre. C'est parce que je dois beaucoup, énormément, à l'école polytechnique féminine et à son corps enseignant. Ce qui fait que, en 1990, ayant créé ma boîte, ma société, ayant développé cette société, commençant à avoir la possibilité de penser à autre chose que mes fins du mois et mes investissements, je me suis occupé un peu de l'école polytechnique féminine. Et comme vous avez pu le sentir dans mon cursus tout à l'heure, j'ai une vie internationale, j'ai toujours d'ailleurs une vie internationale assez agitée. Et j'ai eu une idée, en discutant avec le corps enseignant de l'école polytechnique, de faire une tentative, c'est-à-dire de rapprocher l'école polytechnique féminine avec la Fachhochschule de Munich, qui est un peu dans le système allemand, mettons un genre IUT plutôt professionnel. Et avec l'IUT de Munich, avec l'appui du ministre fédéral à l'époque de l'éducation et de l'université, on a mis en place un cursus commun aux deux écoles avec 30 élèves de chaque côté. Et sur le principe de développement d'une formation biculturelle. C'est-à-dire une année en Allemagne, une année en France, une année en Allemagne, une année en France, stage en entreprise et totalement intégré franco. Et la première promotion est sortie en 1993 en pleine crise économique. Eh bien, je le jure, tous les élèves de cette formation avaient tous un job, avaient été recrutés 6 mois avant leur sortie de l'école. Ceci m'a démontré, si tant est qu'il le fallait, qu'il y avait, et il y a toujours d'ailleurs, un besoin extraordinaire d'avoir des cursus adaptés aux besoins de notre vie, aux besoins de l'évolution, de nos problèmes, de nos cultures, de nos civilisations, de notre vie économique, etc. etc. Deuxième anecdote, alors là c'est un peu plus qu'une anecdote, j'ai eu dans ma vie professionnelle, je me suis confronté pendant des années et des années à ces questions que j'évoquais tout à l'heure de restructuration industrielle, et en particulier sur un plan international. J'ai en particulier été chargé par le chef de l'État, le gouvernement, de l'évolution de grandes sociétés comme l'aérospatiale, Thomson et bien d'autres, et d'entamer, effectivement j'avais entamé les dénationalisations de ces sociétés et regardé les possibilités de lancer ces opérations sur un plan international, et en particulier sur un plan européen, et tout particulièrement encore, étant donné la situation qui s'est développée au fil des décennies dans un cadre plutôt franco-allemand.
Et dans tous mes efforts, et en particulier à l'occasion d'échecs que j'ai rencontrés dans ces tentatives, je me suis très vite aperçu que les raisons très complexes qui empêchaient d'aller aussi loin qu'on le voulait, et en tout cas d'une façon aussi efficace que l'on voulait. Les deux obstacles donc à ce développement de l'économie européenne, en particulier dans laquelle nous devons bien évidemment faire partie, sont devenus pour moi de hobby. Le premier, c'est l'absence véritable d'un droit européen des entreprises. Alors je n'en parlerai pas, ce n'est pas le sujet de cette rencontre. Mais la deuxième raison, c'est l'absence d'un, j'allais dire, de cursus ou d'inflexion dans l'éducation de nos jeunes, et en particulier dans le domaine scientifique, dans le domaine commercial. L'absence d'inflexion pour essayer de s'adapter à ce besoin qui apparaît, qui est de développer une expertise adaptée à des sociétés internationales de plus en plus intégrées. Quittant le service de l'État en 1996, j'ai fondé une association tout de suite qui s'est appelée le GE4, le Global European Education for Entrepreneurs and Engineers, qui aujourd'hui rassemble une bonne centaine d'universités au niveau européen, beaucoup françaises, beaucoup allemandes, par les origines au départ, et qui a bâti des liens avec l'Amérique du Nord, avec l'Asie du Sud-Est, avec l'Amérique du Sud, avec la Russie. Et cette association gère aujourd'hui plusieurs milliers d'échanges d'étudiants par an entre ces différentes parties. Alors pourquoi j'ai formé cette association? Pour une raison très simple. C'est que je voulais en faire une instance de dialogue entre, j'allais dire, ceux qui sont confrontés, qui commencent à être confrontés à la vie internationale, à la vie économique internationale, et qui sont susceptibles de définir ce dont on aura besoin en matière de formation des étudiants, enfin des élèves et des étudiants de demain, et ce dont on aura besoin dans ce marché qui évolue, dans cette économie en pleine révolution. Donc, instance de dialogue, d'abord, mais associé à ça aussi, c'est le premier exemple que je prenais, mon histoire de l'école polytechnique féminine, cette nécessité d'essayer de donner à nos jeunes des aperçus sur les autres cultures, et non pas simplement sur notre simple culture française. Alors, cette association a 12 ans, elle a connu un énorme succès, puisque elle gère, comme je le disais, un nombre important de stages, d'échanges d'étudiants, et en particulier entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Mais elle a connu aussi un grave échec, c'est-à-dire que ce dialogue que je voulais instituer entre les utilisateurs, entre guillemets, sans mettre un quelconque élément péjoratif là-dessus, mais donc entre les utilisateurs et le monde de l'éducation, ce dialogue, finalement, a beaucoup de mal à s'amorcer. Et c'est bien là, j'allais dire, le problème, et c'est bien là ma réflexion. Avant de passer à ma réflexion, je monopolise le micro. Veux-tu... Oui, je reprendrai. il reprendra après. Je vais, en ce qui me concerne, faire, disons, un tout début de survol de ce que peut être l'éducation supérieure aujourd'hui dans un contexte de mondialisation. Voilà. Alors, je dirais que l'éducation aujourd'hui revêt un caractère nouveau. Ce n'est plus simplement la préparation à une vie adulte et le moyen d'obtenir une situation confortable, sinon privilégiée. Je dirais que c'est aussi la manière de s'insérer dans une perspective large, justement celle
de la mondialisation. De ce fait, l'enseignement apparaît comme tout à fait prioritaire et les réflexions ne sont plus conduites simplement par des professeurs et des experts, mais aussi chez les principaux acteurs de notre société, les politiques, les entrepreneurs et les intellectuels de toutes sortes. Alors, nous n'allons pas ici dresser un état des lieux de notre pays, mais je voudrais quand même faire un bref rappel. Il y a aujourd'hui en France de l'ordre de 2 300 000 étudiants. Et pour s'occuper d'eux, de l'ordre de 80 000 enseignants et 60 000 autres personnels. Pour ce qui est de la dépense, 6 milliards d'euros fournis par l'État, 21 milliards au total dans le pays. Alors, la diversité en France est considérable et on dit même qu'elle est excessive. L'objectif premier de cet enseignement, c'est la professionnalisation reconnue ou qualifiante. Et j'évoquerai simplement de ce point de vue ce qui a été entrepris, notamment les dernières décisions sur les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les CRES, dont on parle désormais sans arrêt pour ce qui est du contenu, attention. Et la régionalisation, c'est-à-dire également un problème de relation entre l'enseignement et, disons, le terrain. Alors, je rappelle que le nombre d'étudiants a été augmenté par 80 en un siècle, donc 1900-2000, et 30 000 étudiants en 1900, en 2003, aujourd'hui. Dans une classe d'âge de 750 000 jeunes, 85% présentent et 65% obtiennent le baccalauréat, 60% entrent dans l'enseignement supérieur. De ce point de vue, il faut le savoir, la France est à peu près, au niveau du Japon et des États-Unis, et supérieure à ce qui existe en Allemagne. Juste pour faire un petit rappel, il y a plus de 1 million de jeunes en France qui préparent un CAP ou un BEP pour donner l'ordre de grandeur. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on appelle le processus de Bologne? Bon, 45 pays, et l'objectif qui est désormais affirmé, c'est l'espace européen de l'enseignement supérieur pour 2010. Sur le processus de Bologne, je serai bref, mais je rappelle qu'il y a une harmonisation des structures et une préoccupation clé qui s'appelle assurance qualité. Et puis, il y a un vague souci, la relation avec l'espace monde. Pour ce qui est des besoins des étudiants, c'est la notion de compétences acquises. Et de toute façon, ce qui est rassurant, c'est qu'on mentionne l'éducation tout au long de la vie. Voilà ce que je peux dire. Autre fait, qu'en est-il de la compétitivité de nos universités? Alors, pour cela, je dirais que si on s'en tient au classement existant, le fameux classement de Shanghai, il y a 4 établissements français dans les 100 premières. Je dis des universités, je rappellerai simplement pour mémoire, il y a une école, l'école normale supérieure. Et je le rappelle parce que c'est un fait. Le classement du Time,
Donc nos amis English, qui eux essaient d'avoir vraiment une force, une priorité clé, eh bien, 2 établissements français sur 50. À côté de cela, je voudrais quand même mentionner que dans le secteur du business management, des écoles de commerce, il a été créé, j'y ai un peu contribué, il y a de l'ordre de 25 ans, une agence qui s'appelle EFMD EQUIS, qui est à Bruxelles et qui fait une certification des formations en France et ailleurs et qui donne un label. De ce point de vue, c'est ce que nous essayons de faire à part ça pour les écoles d'ingénieurs. De ce point de vue, avec EFMD et EQUIS, on constate que les écoles françaises sont fort bien situées dans l'ensemble des classements mondiaux. Voilà. Alors, je ne ferai que mentionner les risques qui sont aujourd'hui mentionnés par rapport à l'évolution de cet enseignement supérieur. Et je voudrais également insister sur le fait qu'il y a un discours politique qui a été établi à l'initiative de la France. Le processus de Bologne vient d'une première réunion de 4 ministres, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, en Sorbonne, le 25 mai 1998. Et ça a donné lieu ensuite à un développement de cette Europe de la connaissance. Question annexe mais vitale, le problème du financement. Dans notre cher pays, on garde le principe d'un financement public et il y a comme exception les 2 seuls secteurs qui fonctionnent très bien, c'est-à-dire les écoles de commerce et l'Institut d'études politiques. Je rappelle qu'en Angleterre, Tony Blair, il y a quelques années, a fait passer les droits d'inscription de 0 à 3 000 pounds. Et donc, une des questions vitales qui se posent dans notre cher pays, c'est celui donc du financement et de ce problème de la gratuité. Voilà. Je ne vais pas être trop long sur ce qui est l'organisation de notre système. Simplement, je dirais qu'il y a une dispersion étonnante. 7 ministères s'occupent d'enseignement supérieur dans la France d'aujourd'hui. Pour ce qui est de la question permanente, c'est qu'on a d'un côté l'enseignement, de l'autre côté la recherche, avec des organismes, ainsi de suite, et aussi même des équipes mixtes. Et que dans ces conditions, les propositions pour essayer d'avancer, pour essayer de construire différemment, eh bien c'est une réflexion sur, disons, l'accumulation et plus de l'enseignement, learning outcomes en anglais, ou bien le problème de crédit d'enseignement, ECTS également. Voilà. Pour juste un tout petit point, il y a actuellement 15 universités en France qui font plus de 50% des moyens de la recherche. Je serai en mesure de développer tel ou tel de ces aspects, y compris pour dire ce qu'il en est dans les écoles d'ingénieurs. Je voudrais dire que la question clé aujourd'hui, c'est quel type d'évolution, qu'est-ce que cela signifie, quelles sont les conséquences, et je reprendrai un mot de Bachelard, faut-il une société pour l'école ou une école pour la société? Voilà, à l'heure de l'internationalisation et dans notre contexte d'harmonisation européenne, je pense que ce qui est tout à fait vital, c'est d'essayer de voir ce qui se passe chez nous par rapport à ce qui se passe ailleurs. Mon expérience personnelle m'amène à dire
que le système français est totalement incompréhensible par tous les autres pays en Europe. Voilà. Pour mémoire, une question clé se trouve posée, c'est celle de la langue française qui est à défendre. Il ne faudrait surtout pas croire qu'on va se développer en parlant d'une langue étrangère, le néerlandais ou l'anglais. Jamais. Bon, par rapport à cela, quelles sont les conclusions qu'on peut tirer? Eh bien, une réflexion sur la finalité de l'enseignement, les relations qui sont à nouer et l'organisation qui peut être menée, les concepts pour bâtir une politique, le principe de financement et cette notion donc d'harmonisation européenne. J'ai essayé d'être particulièrement court, pardonnez-moi si je suis un peu trop concis sur certains points, mais je pense qu'il faut essayer de répondre à vos questions et pour l'instant je repasse. Merci bien. Donc tout à l'heure j'ai rappelé quelques anecdotes et essayé d'expliquer pourquoi je me suis intéressé au monde de l'éducation. Je voudrais maintenant simplement vous faire part d'un certain nombre de réflexions tout à fait personnelles. Le grand défi, et ceci vient d'être dit à l'instant, le grand défi face à nous, j'allais dire, se résume en deux mots, Europe et mondialisation. Nous sommes lancés dans un processus de développement de l'Europe, d'intégration de l'Europe, au niveau de l'Europe, même si cette évolution se fait de plus en plus qu'à un quart. Et par ailleurs, nous sommes, parce que c'est l'évolution des technologies, l'évolution des structures, c'est Internet, ce sont des tas de choses, nous sommes confrontés à la mondialisation. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie pour moi, alors je ne vais pas prononcer le mot intégral, parce que j'avoue que j'ai du mal à comprendre, mais peut-être parce que mes mots, les mots que je vais employer veulent dire la même chose. Donc cette évolution, cette confrontation, ces défis face à nous, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Effectivement, ils veulent dire tout simplement, je crois, que nous passons d'un monde, notre monde, un monde très national, voire nationaliste, avec des décennies, des siècles d'histoire, cela étant dans nos gènes, bien évidemment. Donc un monde très national ou nationaliste à un monde qui va nous forcer, devrait nous forcer à dialoguer, à comprendre ce qui se passe en dehors de nos frontières. Ce mot, pour moi, c'est le mot d'altérité. J'aime pas trop le mot intégral, mais pour moi, le mot fondamental, c'est altérité, parce que ça signifie bien ce que cela veut dire, c'est-à-dire cet effort que l'on doit faire, cette vertu que l'on doit acquérir pour essayer de comprendre l'autre et d'essayer d'adapter notre propre attitude à la compréhension de l'autre. C'est-à-dire, en d'autres termes, si je reviens au monde de l'éducation, nous devrions passer d'un monde où on a appris à nos jeunes, j'allais dire, à se battre, à un monde dans lequel il faut apprendre à nos jeunes à se comprendre, ce qui est totalement différent. On leur a appris à se battre, nous aussi, on a eu une éducation, nous nous sommes battus, nous nous battons. Regardons ce qui se passe en matière de concurrence nationale ou internationale, en matière de commerce. C'est constamment des parties de bras de fer qui sont dans nos gènes de tribus gauloises, comme dans les gènes des tribus allemandes, des tribus germaines chez nos voisins allemands. Donc c'est le monde de la compétition, le demandeur est faible par rapport à celui qui peut fournir quelque chose. Hein, et nous avons des décennies et des siècles de systèmes conçus pour former
les jeunes et les actifs de demain, j'allais dire entre guillemets au combat, c'est-à-dire à la confrontation. Ceci, donc je dis, est en train de changer, devrait changer. C'est le monde de l'altérité dans lequel nous devons rentrer. Et la question est, est-ce que nous faisons en sorte de pouvoir effectivement rentrer dans ce monde nouveau? Alors réfléchissons. Alors d'abord, côté français, je prends le français. Le français, on lui a appris des tas de choses. Et c'est là depuis très longtemps. Nous vivons avec des dogmes, avec des tabous, choses auxquelles il ne faut pas trop toucher, les droits acquis. J'avais fait une liste, les gens oublient toujours, il y en a tellement. Voilà, j'en citerai 3 fondamentaux, les droits acquis dont on parle beaucoup, les principes de précaution, il ne faut surtout rien toucher, on ne sait jamais à quoi cela va conduire, le politiquement correct, genre de dictature dans lesquelles on n'ose pas trop sortir des sentiers battus. Tout ça fait de notre pays un pays extrêmement rigide, complètement rigide, à se demander si nous sommes capables de bouger. Alors, pour moi c'est simple, soit on arrive à bouger, et dans ce cas-là, eh bien, je vais dire l'avenir pour nos enfants, mes petits-enfants, cet avenir peut être un avenir qu'on doit considérer avec optimisme. Soit on ne bougera pas, on n'arrivera pas à bouger. On voit bien combien c'est difficile et, à un moment donné, le drame va apparaître. Alors, est-ce que c'est français? Oui, c'est français, mais ceci a aussi, j'allais dire, son pendant. En Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, en Russie, etc., etc., dans tous les pays du monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'altérité, comme ce changement qu'il va falloir opérer dans nos attitudes, dans nos réflexions, dans nos modes de vie, ça s'apprend, certes, mais ça s'apprend pas seulement. Parce que il y a un peu de darwinisme dans ce que je vais dire, mais il est clair qu'on a beaucoup de choses dans nos gènes et que ce n'est pas... et que ces modifications dans nos attitudes, dans nos modes de vivre en présence des autres, tout cela, ça ne s'apprend pas comme s'apprennent des mathématiques ou de la physique du solide ou comme on apprend à lire. Certes, il faut apprendre la physique du solide, du moins pour certains. Certains, il faut apprendre des mathématiques. Pour tout le monde, il faut apprendre à lire. Donc l'éducation peut intervenir et doit intervenir dans l'évolution de nos modes de pensée et dans nos attitudes, mais pas seulement. Alors je prends un exemple pour essayer de m'expliquer. Il y a un pays que j'ai souvent cité depuis tout à l'heure, un pays que j'aime bien, avec lequel j'ai énormément travaillé, avec lequel je travaille toujours, qui s'appelle l'Allemagne. Bon, alors le système allemand, à la fois d'éducation, est très différent du nôtre. Bon, la culture allemande est très différente de la culture française, bon, ce qui est normal, puisque là encore, il y a des siècles de nationalisme. Et c'est vrai pour chacun des pays. Mais qui, véritablement, connaît ce qui pousse un Allemand à agir? Et c'est ça le paradoxe. C'est que la France a avec l'Allemagne des décennies de relations de plus en plus étroites. Le traité de l'Élysée, c'est 1963, 21 janvier, si mes souvenirs sont bons, c'est-à-dire la bagatelle on va fêter le 46e anniversaire. Nous avons entre nos deux pays des échanges absolument extraordinaires. Et depuis longtemps, on ignore totalement que le jour de la déclaration de la guerre de 14, le premier partenaire économique de la France était l'Allemagne, et le premier partenaire de l'Allemagne était la France. Qu'en août 1939, le jour de la déclaration de guerre, oui c'était en août, le premier partenaire économique de l'Allemagne était la France, et réciproque. Or, l'Allemagne agit de façon très différente de nous. Faisons-nous l'effort nécessaire pour comprendre l'autre? Alors, je pourrais citer des tas d'anecdotes, en mettant en cause des gens bien connus, des présidents de la République, des présidents du Conseil,
des grands responsables de notre pays et du côté allemand en particulier. Qui ici a conscience, par exemple, que, étant donné ce qui s'est passé en Allemagne entre 1930 et 1945, qu'est-ce qui a véritablement conscience ici et dans notre pays que depuis tout petit, on apprend à nos jeunes Allemands, donc à nos jeunes voisins, à nos coopérants, que le drame qui s'est passé, la Shoah, Hitler, le nazisme, vient de trois mots profonds qui ont été l'armée de métier de 1923, les 100 000 hommes autorisés par la France et la Grande-Bretagne en 1923, si je me rappelle mes livres d'histoire. Le deuxième mot, c'est l'inflation. On se souvient des valises de billets de banque de Deutsche Mark à l'époque. Et le troisième mot est le financement et l'aide apportée par les grands patrons de l'économie allemande à Hitler pour que le nazisme se développe. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? J'allais dire, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que ces trois idées profondes sont inculquées aux Allemands depuis que les écoles ont réouvert en 1945, et ils ont ça dans leur tripes. Le savons-nous? Non. Combien de malentendus entre nos deux pays en raison de ceci. Alors, si je dis cela, c'est parce qu'on voit bien que cette conquête de l'altérité, qui est peut-être l'intégrale dont vous parlez ici, qui est votre objectif, est certes un problème d'éducation, mais pas simplement un problème d'éducation. C'est quelque chose qui est infiniment plus complexe. Et que, j'allais dire, avant toute chose, il faudrait commencer par se poser la question. C'est-à-dire, comment faire en sorte, au travers de nos systèmes d'éducation, au travers de l'évolution de nos propres cultures, encore une fois, il n'y a pas que l'éducation, comment faire en sorte que petit à petit, nos enfants, nos petits-enfants apprennent à vivre, à se préparer à vivre dans ce monde qui est en train de naître, un monde fait d'information, de communication, d'altérité, j'ai répété ce mot plusieurs fois. Alors, quand je pose la question, où est-ce que l'on réfléchit à cela? Quels sont le ou les forums dans lesquels on se pose ces vraies questions? Je n'en connais malheureusement pas. Tout à l'heure, je signalais l'objectif de mon association, qui, comme instance de dialogue entre le monde économique et le monde de l'éducation, dialogue qui n'a toujours pas commencé, simplement parce que nos structures ne permettent pas d'instaurer ce dialogue. Bien, posons-nous la question, comment faire en sorte qu'on puisse réfléchir à cette question fondamentale, qui est fondamentale. Je reviens en étant très terre à terre sur ces problèmes d'intégration de l'Europe, et en particulier d'intégration économique. Y a-t-il véritablement, au niveau européen, une société européenne, une société au sens entreprise, une entreprise véritablement intégrée? Je n'en connais pas. On cite EADS, je sais que c'est une boîte que je connais bien. Eh bien, mais regardons comment sont organisées ces sociétés, ces entreprises qui se veulent européennes, sur les postes clés, les postes fondamentaux, directeur commercial, directeur financier, directeur stratégique. Bien, on met un Allemand, on met un Français, on met un Britannique, plus ou moins hiérarchisé. Simplement pourquoi? C'est parce que nos cultures étant différentes, on ne sait pas trop comment on va pouvoir gérer entre originaires de plusieurs pays l'évolution de domaines absolument cruciaux pour la survie de l'entreprise. Nous n'avons pas connu de succès, nous n'avons connu que des échecs.
Je pense en particulier à Aventis, et je m'arrête là. Merci beaucoup Henri, et merci d'avoir fait ce... Je trouve que c'est très intéressant, parce que c'est vrai que dans les 2 premières journées, on a évoqué plusieurs fois cette question de l'altérité, mais pas aussi spécifiquement que tu l'as fait là. Et effectivement, tu as tout à fait raison, et c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai fait venir, parce que je savais que votre intervention allait toucher cette dimension d'intégration des différentes cultures nationales, et c'est une des dimensions essentielles de l'approche intégrale, c'est d'avoir introduit cette dimension de la question de l'altérité, des ontologies, des systèmes de représentation, et notamment dans les 2 grands systèmes de représentation qui ont dominé la planète pendant des millénaires sans se rejoindre, qui est l'Orient et l'Occident. Donc c'est un des premiers lieux au monde où c'est pensé, à travers les fondateurs, Sri Aurobindo et des gens comme Teilhard de Chardin, la question de la rencontre des 2 grandes manières d'appréhender le monde, qui étaient l'Orient et l'Occident, et qui ne s'étaient jamais rencontrés parce qu'ils étaient très éloignés. Et effectivement, entre le yoga et l'approche spirituelle de l'Inde et le pensée dont je suis de Descartes, on a tout de même des univers sémiologiques, sémantiques, de conscience très très différents. Et effectivement, l'approche intégrale, ça a été cet espace qui s'est construit depuis un siècle, où la question de l'altérité a été centrale, et on le retrouve effectivement chez des gens comme Sri Aurobindo, qui à un siècle pose les grandes questions de notre époque, c'est-à-dire la question de l'intégration des différentes cultures et de la manière dont chaque culture peut apporter son génie et sa singularité dans l'unité, mais dans la diversité et le respect de la diversité. Et là, on a une vision du monde évidemment très très différente de la vision américaine, qui est une vision d'unité dans l'uniformité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que l'unité dans la diversité. Et le respect de l'altérité, elle apparaît dans cette nouvelle vision qui est essentielle d'une culture et 2 cultures dans leur diversité, mais elle est encore plus fondamentalement explorée aujourd'hui dans le développement durable, dans la découverte de l'importance dans les systèmes complexes de la biodiversité. De la même manière qu'on a besoin de diversité culturelle, on a besoin aussi de diversité de toutes les espèces. Et là, je fais référence au travail de Michel Serres sur l'importance de reconnaître aux pingouins, entre guillemets, leurs droits, parce qu'en défendant les pingouins, on défend une biodiversité qui est essentielle à notre survie, même à nous en tant qu'espèce. Donc j'élargis là la question de la diversité culturelle à la diversité même des espèces. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? On a à peu près 10 minutes encore. Est-ce que, auprès de nos 2 orateurs, et on vous remercie vraiment beaucoup d'être venus, parce que ça donne un cadre général à la réflexion de cette journée. Évidemment, maintenant, on va rentrer beaucoup plus dans une réflexion spécifiquement sur l'éducation intégrale, mais je trouve que c'était très important de replacer cette réflexion sur l'éducation intégrale dans le contexte d'une réflexion beaucoup plus large, qui est l'éducation en général. Des questions? Karine, il y a une question de la part de Karine. Alors, peut-être tu peux présenter. Oui, bonjour Karine, je suis désolée, je suis arrivée un petit peu en retard, je devais introduire avec Michel. Je préside l'association du Club de Budapest en France. Oui, alors moi, mes questions, merci beaucoup pour vos interventions. On sent poindre à travers vos réflexions un certain nombre de critiques, mais qui n'ont pas été vraiment explicitées. Et moi, ici, l'objet, c'est pas véritablement de faire la critique d'un système qui, on sait, ne va pas très bien. Mais moi, ma question, c'est est-ce que vous voyez des signes tangibles de rupture, d'évolution du système, comme vous l'appelez classique, hein, c'est-à-dire du système éducatif tel qu'il existe aujourd'hui? On a bien compris qu'ici, la question était reliée à la dimension universitaire et de recherche. Quelles sont les ruptures qui, d'après vous, sont un peu des essences, des sources d'évolution, qui peuvent aussi montrer vers où le système va évoluer? Voilà, le système dit classique. Ça m'intéresse. D'autres questions? D'autres commentaires? D'autres commentaires ou questions? Juste une petite question
question très concrète pour le polytechnicien. Vous aviez dit que votre fille n'était pas du tout travailleuse. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a changé d'attitude et qu'elle a voulu passer un nouveau concours et qu'elle a réussi? Est-ce que c'est l'école polytechnique pour la jeune fille qui lui a apporté quelque chose ou quel a été le déclic? Bonjour. Le problème de l'altérité me parle beaucoup parce que j'accompagne notamment des chefs d'entreprise qui souvent ont une cassure dans leur adaptation, dans leur façon de s'adapter, dans la possibilité de s'adapter entre 40 et 50 ans, y compris, et je me rends compte d'autant plus difficilement qu'ils sont hauts diplômés. Et je voulais savoir si pour vous, une des voies de cette acceptation de l'altérité passe par un travail sur soi, et aussi une connexion donc à la porte des émotions et à la porte de la spiritualité que je ne confonds pas avec la religion. Merci, bonjour. J'aimerais peut-être enchaîner avec ce que vous venez de dire. Je viens depuis quelque temps à cette université intégrale que je découvre avec beaucoup de plaisir. Je travaille dans un autre domaine, donc de l'anthropologie et de l'interculturel, aussi bien auprès des jeunes sans difficulté que pour des entreprises. Je suis anthropologue. Donc, et quelque chose qui m'a toujours posé problème, c'est autant c'est un mot très fort, mais il me pose un peu de problème, c'est ce mot de compréhension, de comprendre l'autre. Et je ne suis pas la seule, donc là je rejoins des réflexions comme celle de Paul Ricoeur qui nous dit: est-ce que ce n'est pas aussi une sorte d'obsession française, de rationalisme, de vouloir tout comprendre, y compris soi-même, quand on sait qu'il y a toute une partie complètement inaccessible et d'opacité chez tout sujet, d'autant plus chez les autres, et il suggère de les remplacer par le mot reconnaissance. Faudrait-il pas aller vers plus de reconnaissance de l'autre dans son altérité, sa diversité, plutôt que de vouloir tout comprendre? Et une autre question par rapport dans laquelle il semblerait, vous n'êtes peut-être pas entièrement d'accord, monsieur, c'est la question de la langue. Je n'ai pas bien compris la question de passer par les français. Je suis dans le domaine d'enseignement linguistique, très convaincue de l'importance, non pas de parler d'eux, mais peut-être de toutes les langues possibles. Cela était vrai dans une Europe à ses débuts, pour mieux comprendre, justement, pour mieux s'approcher de la diversité, les catégories de pensée et la pensée de l'autre. Merci. Juste une courte remarque, je suis pas sûr de, comme c'est tôt le matin, de bien savoir compter, et comme j'ai pas des diplômes aussi brillants, mais je crois qu'on vient de résoudre ce matin le problème du financement de l'enseignement supérieur, parce que si je comprends bien, monsieur avant gérait un budget de 200 milliards de francs, ben ça doit faire à peu près 30 milliards d'euros, et comme le budget c'est une vingtaine de milliards actuels, donc on peut un peu le doubler si on arrête de produire des armes, et on a résolu le problème de l'enseignement, au moins du problème financier, pas pour ce qui est du contenu. Oui, alors il y a beaucoup de questions, mais c'est bien, on fait le tour des questions. Bonjour Robert Branche, j'interviendrai cet après-midi, mais c'est pas une question, c'est un complément sur la compréhension. Sur la compréhension, pour aller dans le sens de la version précédente, il y a une très jolie chanson de Zazie et de Boer. Il dit: je ne veux pas que tu comprennes que tu m'aimes. Oui, bonjour, Joao Pedro, c'est la première fois que je viens à l'université, donc je découvre, c'est intéressant parce que je découvre par le biais de l'altérité. On va savoir la réflexion sur le passage à la réflexion intégrale. Je n'ai pas encore tous les concepts en tête. Est-ce que c'est juste une réflexion française ou il y a des choses ailleurs dans le même courant? Oui, merci. Il y a le monsieur juste devant vous.
Bonjour, je m'appelle Jean-Marie. Il y a une phrase que j'ai bien appréciée à propos d'éducation, lorsque vous disiez qu'elle n'est plus seulement sujette à trouver un débouché professionnel, mais aussi à ce qui est nouveau, à s'insérer dans un contexte de mondialisation. Par rapport à ça, comme on estime que depuis plusieurs années avec la révolution informationnelle, donc on s'ouvre de plus en plus sur les cultures, sur le monde, est-ce qu'il y aurait, puisqu'on cherche à développer la pensée intégrale, une volonté de créer une université intégrale? Merci. Bon, voilà. Il y a encore d'autres questions? Très bien, on arrive à la fin de cette partie de dialogue. Il vous reste à peu près 1 minute pour répondre à toutes ces questions. Donc je vais répondre très, très vite. Je pense que... Non, il voulait ça, évidemment, je disais ça humoristiquement. D'accord. Je dirais le financement est un problème clé, et le problème du financement implique aussi le problème du gouvernement, de la gestion. Et ce qui me paraît capital, c'est d'aller vers des établissements qui ont une certaine autonomie. Pour avoir une certaine autonomie, c'est rompre avec un système bureaucratique, celui qui existe aujourd'hui, même s'il est totalement bafoué, mais je n'entre pas dans le détail. Donc, de ce point de vue, pour moi, la situation, c'est que les établissements aient des ressources. Je suis donc pour, personnellement, une augmentation des droits d'inscription, accompagnée naturellement d'une augmentation du nombre de bourses et de prêts capital. Mais dans ces conditions, on peut imaginer d'avoir un dispositif. Et à part ça, du côté des administrations, du balai. Voilà. Donc ça, c'est un point tout à fait. Sur la langue, je crois que dans un contexte de mondialisation, il est vital pour nous de défendre notre culture et notre langue. La langue française doit demeurer une des langues clés. Bien évidemment, je pense qu'il faut poursuivre l'apprentissage de tas d'autres langues, mais surtout pas considérer que la seule langue commune, ça soit l'anglais. Voilà. Donc, de ce point de vue, il est vital que nous nous battions sur ce point et que nous le fassions parfaitement. De ce point de vue, je considère que nos politiques sont d'une incapacité totale et qu'ils savent avoir des grands mots, mais ils ne savent pas construire. Je prendrai simplement un exemple sous la présidence française, idée d'union Europe-Méditerranée. Bon, un certain nombre de personnes, de moi, avons proposé au président de la République de faire en sorte que nous essayions de développer l'union Europe-Méditerranée dans le domaine, bien entendu, de l'enseignement supérieur, avec comme ambition donc de faire en sorte qu'il y ait une réunion, qu'il y ait une synergie et qu'il y ait un développement. Je dirais que de ce point de vue, nous pourrions également bénéficier de l'appui de certains pays comme la Turquie. Or, on a eu de grands mots, on a eu quelques déplacements à l'étranger, mais rien. Et ça, c'est dramatique. Et ce qui est dramatique de ce point de vue, c'est exactement ce qui se passe actuellement, y compris au niveau européen. C'est-à-dire, on peut avoir un certain nombre d'idées, bon, je ne reviens pas donc sur les trucs, les discours et ainsi de suite, mais à l'heure actuelle, la Commission européenne n'a pas de véritable action dans ce domaine de l'enseignement supérieur. Et il y a un début d'harmonisation, mais ce début d'harmonisation se fait d'une façon complètement improvisée. Et c'est vrai que de ce point de vue, les Français démontrent admirablement leur culte de la bureaucratie, parce que, une fois encore, après avoir approuvé
un système qu'on appelle le LMD, licence, maîtrise, doctorat, qui était en plus de ça une adaptation très française, on n'a toujours pas tiré les véritables conséquences. Or, on pourrait discuter sur les différents points, dire, là encore, on a proposé par exemple de ne pas garder les IUT en 2 ans et de faire des IUT équivalents à un bachelor, 3 ans, et j'avais proposé personnellement que la 3e année soit une année en entreprise ou une année à l'étranger et pas forcément une année à l'université. Voilà. Donc cette idée que si on ne tire pas les conséquences et si on continue notre dispositif totalement incompréhensible par ailleurs, eh bien nous ne progresserons pas. Voilà, excusez-moi, très brièvement quelques remarques. Merci bien. Difficile de répondre à toutes ces questions en 3 minutes. Une très simple. Ma fille adorait Geneviève. Elle était mal orientée. C'était à la fois l'erreur de ses parents et de l'éducation nationale. C'est la question la plus simple qui a été posée. Alors, dans ces questions-là, je vais essayer de regrouper un peu. Quel est pour moi l'objectif? L'objectif, c'est pas l'altérité, c'est pas la compréhension, c'est pas s'aimer, c'est tout à fait autre chose. C'est que de préparer les générations qui viennent au monde dans lequel ces générations vont devoir vivre. Et pour vivre dans ce monde de demain, eh bien, il va falloir effectivement développer l'altérité, développer la compréhension. Laisse de côté, on peut dire effectivement, ce que je demande, c'est pas de se comprendre, mais qu'on s'aime. Je ne demande pas de me comprendre, mais de m'aimer. Je veux dire, malheureusement, le monde est le monde. On peut effectivement, d'ailleurs, donc pas mieux qu'on puisse arrêter tout effort de guerre, tout effort d'armement, etc. Mais on vit dans un monde européen. Je veux dire, malheureusement, ceci n'est pas le cas et que la véritable question, c'est dans ce que l'on cherche à faire, dans les orientations politiques qui ont été prises par le pays, en particulier en ce qui concerne l'Europe et le développement de l'Europe, est-ce que vraiment nous sommes sûrs de nous doter des moyens pour être plus aptes demain au sein de l'Europe à vivre dans ce monde mondialisé? Merci, monsieur Lapalisse. C'est à cette question qu'il faut répondre. Or, à quoi assistons-nous? Je dirais, malheureusement, je ne vois pas le système bouger. Il y a effectivement un certain nombre de mesures qui sont proposées, de décisions qui sont prises, mais qui sont encore pour moi des décisions à la marge. On aborde à peine le problème de l'autonomie des universités quand au travers du monde, il y a bien longtemps que les universités américaines, britanniques, chinoises et autres sont autonomes, c'est-à-dire sont dotées de moyens qui leur permettent de prendre de meilleures décisions pour elles que si ces décisions sont prises sur un plan totalement horizontal. Alors, j'ai un exemple très curieux. Je prends un petit pays que je connais bien qui s'appelle Singapour. Vous voyez où est Singapour, la ville-État, 4 millions d'habitants. C'est un pays dans lequel il faut, à la fois il fait bon vivre et pas forcément bon vivre. Non pas une dictature, mais un régime assez dur. Et les autorités de Singapour se sont posées à peu près toutes les questions que nous nous sommes posées aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai été conduit à en discuter avec eux. C'est une relation étroite entre mon association et Singapour. Et ils ont pris des décisions, des orientations pour permettre, au travers de leur système éducatif, à leurs jeunes de se former à la vie dans le monde de demain. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, par exemple, vis-à-vis de l'Europe? Eh bien, ils ont choisissent chaque année une 50aine d'étudiants de leurs 2 universités pour venir en France, une 50aine d'étudiants pour venir en Allemagne, et une 50aine d'étudiants qui vont en Suède, dans le cadre d'accord. Cela pourquoi? Pour apprendre la culture française, pour apprendre la culture allemande, pour apprendre la culture scandinave.
de façon à être mieux placé demain, avoir l'expertise pour pouvoir, sur le plan des relations politiques, des relations étrangères, des relations économiques, mieux pénétrer ou mieux tisser de liens avec ces grandes parties du monde. Bien, est-ce que nous nous posons, nous, ce type de questions? Je ne le vois absolument pas. Je suis, je dois dire, extrêmement inquiet de voir cette incapacité, pour le moment, que l'on a tous. D'ailleurs, ce n'est pas une question d'être de tel ou tel parti, de telle ou telle orientation politique. Simplement, cette incapacité, toujours, actuellement encore vivante, de ne pas se poser les vraies questions, c'est-à-dire de quoi vont avoir besoin nos enfants et nos petits-enfants pour survivre dans le monde de demain, et c'est cela que l'on doit mettre en place. Je rajoute juste une chose qui m'a beaucoup frappé, simplement un exemple. Il n'y a pas que la France qui se pose ces questions, enfin qui ne se pose pas véritablement ces questions, c'est un cas absolument général. Donc je prends un exemple qui est celui d'un pays que tout le monde connaît, qui vient d'être cité, pas forcément en bien, et d'ailleurs avec raison, qui sont les États-Unis. Mon association GE4, rendez-vous compte, gère 12% de tous les stages internationaux des étudiants scientifiques américains dans l'université. 12%, c'est considérable, vous allez dire, mais une association qui croule sur le travail. Non, ça ne fait jamais que 150 étudiants. Parce que la totalité par an d'étudiants américains qui vont à l'étranger pour connaître un pays, qui ont le courage d'y aller, parce que c'est vraiment souvent aller en terra incognita, ou dans les même Paris, c'est un peu la jungle profonde dans laquelle on ne sait pas trop si on va en sortir vivant, eh bien, ils n'y vont pas. Or, ceci est quand même en train de bouger. L'année dernière, je tenais l'assemblée générale de mon association à Toulouse. Il y avait une bonne vingtaine d'universités américaines présentes dans l'assemblée générale. Et j'ai eu l'idée farfelue de dire, tiens, je vais inviter à déjeuner les étudiants américains présents à Toulouse. C'était début juillet. Ça m'a coûté cher. Il y en avait 350. 10 ans avant, il n'y en avait pas un. Donc cela montre bien simplement que le monde bouge, y compris aux États-Unis, tout en, et je terminerai définitivement par là, mais faisons aussi attention de ne pas croire que c'est uniquement en allant à l'étranger, en voyageant, en faisant des stages, que l'on apprendra ce que doit être l'altérité, que l'on apprendra ce réflexe, parce que ce n'est pas une science, ça doit être un réflexe implanté dans nos gènes. Ça peut aider, certes, mais ce n'est pas la solution. Merci. Bon, ben, je crois qu'on peut les applaudir. Ce n'est pas un exercice évident de venir parler de l'altérité et des institutions. C'est un exercice de haute voltige. Donc merci beaucoup. Je vous propose qu'on fasse peut-être, je sens que tout le monde a envie peut-être d'une petite pause. On fait une petite pause mais courte de 5